Voilà, donc ça m'a un peu déboussolé quand même, cette histoire. Je suis un peu désolé de tout ce capharnaüm. Euh, je voulais vous parler donc de tous les tests que j'ai fait cet été parce que j'ai fait un maximum de tests cet été. J'avais prévu un truc sympa, j'avais fait un truc où genre j'avais deux caméras, tu vois, je pouvais parler comme ça, et puis je pouvais parler comme ça, et puis je pouvais vous montrer des trucs et tout ça, et vous parler de tous les bidules et de tous les machins que j'étais en train de tester. Parce que j'ai passé un été fort réjouissant à tester plein de jolis jouets. Voilà. Euh, donc, j'ai testé quoi? J'ai testé. Il est là. J'ai testé le R5, Canon R5. Le truc dont tout le monde dit que. Alors peut-être que je peux faire comme ça pour le montrer, c'est mieux. Je sais pas. Est-ce que c'est mieux si je fais comme ça? Ouais, voilà. J'ai testé le Canon R5 qui est vraiment. Ben voilà, il a été énormément décrié pendant tout l'été. Vous avez vu, il y a eu toutes les histoires de surchauffe, de machin, de bidule. J'ai testé aussi le petit frère ici, donc le Canon, le R6, n'est-ce pas? Très 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 joli joujou, ce R6, voilà, qui est fort sympathique aussi. Et je sais pas encore si je vais faire des vidéos à proprement parler sur ces boîtiers parce qu'il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été dites un petit peu partout sur le net, à savoir que il y a ces histoires de chauffe que vous avez entendues, dont vous avez entendu parler, et moi de mon côté, ma conclusion, elle est assez cool. J'ai pris beaucoup de plaisir à tester ces deux caméras. J'avoue que je me suis un peu laissé influencer par toutes les... comment on peut appeler ça? Tous les rageurs qui ont ragé tout l'été, c'était le feuilleton, la surchauffe des canons. Voilà. Et j'ai eu aussi un R6 en début juillet qui était un boîtier, un prototype, qui m'a fait le coup de je chauffe et je veux plus travailler. Et heureusement, pas mal de discussions, les gens de chez Canon ont finalement réussi à trouver, à me dire qu'il y a, enfin, après discussion, ils m'ont dit qu'il y avait vraiment un problème sur ce boîtier, donc je leur ai renvoyé, ils m'ont renvoyé un modèle définitif avec la mise à jour du firmware, et franchement, depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, quand est-ce qu'il chauffe? Vous avez déjà peut-être entendu parler de ces conclusions-là par d'autres. Il chauffe quand on l'utilise, quand on le pousse dans ses retranchements. C'est-à-dire que typiquement, si vous voulez faire avec le R5 du 8K RAW toute la journée, c'est clairement pas le bon boîtier, c'est clairement pas la bonne option. Il faut encore passer, si vous voulez faire du 8K et tourner des heures et des heures par des caméras beaucoup plus qui sont vraiment faites pour ça. Voilà, il y en a chez Red par exemple, une Monstro, ou typiquement c'est la caméra que moi je recommanderais si vous avez à faire ce genre de choses, quitte à la louer si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, bien entendu. Donc voilà, si vos tournages ne sont pas exclusivement du 4K 120 ou du 8K, franchement, ça fait la blague. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec le R5 et le R6. Je trouve que l'ergonomie, elle est vraiment top. Que le grip, le confort de viser, enfin voilà, c'est des beaux outils qui sont bien conçus, ça m'a fait plaisir de retrouver Canon. Ils ont vendu ça un petit peu, peut-être que leur marketing a été un peu agressif, on va dire, et ils auraient peut-être mieux fait de rentrer un petit peu plus en douceur pour lancer ces nouveaux boîtiers. Ils ont un peu annoncé à demi-mot que c'était vraiment le successeur et un renouveau du mythique 5D Mark II. Pour moi, en tous les cas, le résultat, il est clairement à la hauteur de ce que j'espérais, et je suis un peu désolé de m'être laissé berner par tous les haters et cette espèce de propagande anti-Canon qu'il y a eu pendant tout l'été. Voilà, moi je kiffe ces boîtiers, sincèrement, j'aurais les moyens en ce moment, si j'avais vraiment un boîtier à choisir. Je pense que le R5, voilà, c'est pour moi un très 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 bel outil. Le R6 est
très intéressant aussi, même s'il a un petit peu plus, s'il a quelques limites en photo. Il est vachement plus intéressant en vidéo si vous en avez rien à foutre du 8K et du 4K 120, puisqu'il s'arrête au 4K 60. Et franchement, il y a vraiment des trucs étonnants, notamment l'autofocus. L'autofocus, les derniers Sony sont excellents. L'Alpha 7S III, je sais pas si vous avez vu mes vidéos, sont c'est vraiment cool côté autofocus. Et là, dans mon dernier tournage, moi j'utilise pas énormément l'autofocus, mais j'aime bien quand ça marche quand même. Et dans mon dernier tournage, j'ai été beaucoup plus en mode reportage, où j'avais besoin d'être hyper réactif et j'ai été tout le temps sur le qui-vive. Il fallait que je puisse dégainer rapidement et avoir la possibilité de me rappuyer, comment dire, totalement, de faire confiance à un automatisme. Ça a vraiment été un gain de temps assez phénoménal qui m'a, voilà, ça m'a fait du bien de pouvoir m'appuyer sur cet autofocus de chez Canon. Dans les autres joujoux dont j'avais envie de vous parler, bien entendu, A7S III vs R6 ou R5. Alors pour moi la 7S III réflexe haut. Pour moi la 7S III il n'est pas compétitif avec le R5, peut-être avec le R6, parce que qu'est-ce que je pourrais dire, pour moi la 7S III il a ses limitations en photo, c'est-à-dire que le seul bémol que je pourrais vraiment comment dire, le seul truc que je pourrais reprocher à la 7S III, et je pense que je l'ai déjà dit, c'est que pardon, hein, je fais juste un tout petit truc parce que je m'entends en écho. Je m'entends en écho sur... voilà. Le seul truc que je peux reprocher à la 7S III, au final, c'est que c'est une caméra vidéo. C'est une caméra vidéo, cinéma, enfin, et c'est pas forcément un appareil photo. C'est un appareil photo, hein, c'est un form factor d'appareil photo, ça fait des photos, ça fait des très très belles photos, mais typiquement, moi qui vends des photos, qui vends des tirages grand format, j'adore faire des tirages qui font plus d'1 mètre de base, avec 12 millions de pixels, je suis un peu limite. Voilà. Le R6, de ce côté-là, est un petit peu plus intéressant, puisqu'il 20 millions, c'est déjà pas mal. Je pense que 20-24 millions, c'est vraiment très bien. Et le R5, bah voilà, c'est pour ça que moi, il me plaît, c'est parce qu'il y a un peu le meilleur des deux mondes. Après, c'est vrai qu'il est en basse lumière, il est moins performant que le R6, et qu'au-delà de 3002, voire 6004, ça bruite pas mal. Les fichiers RAW, y compris en photo, bon, ça se rattrape plutôt bien. Le bruit est très fin et assez facile à travailler. Voilà. Le seul reproche que j'aurais à faire à Canon, surtout sur le R5, j'ai l'impression que le R6 s'en sort un tout petit peu mieux, c'est en termes de dynamique. Dans le haut de la courbe, il y a un moment où ça clip, et il y a un petit côté on-off. C'est quelque chose qu'on n'a pas chez Sony, par exemple. Sur l'Alpha 7R4 et sur l'Alpha 7S III, j'ai l'impression que sur le haut de la courbe, il y a plus de progressivité avant d'arriver à vraiment saturer le signal en termes de luminance. Donc là, sur le R5, c'est hyper important de protéger ces hautes lumières si vous voulez pouvoir triturer le signal, chose que j'aime beaucoup faire, hein, au final, triturer le signal. Bon, nous sommes une petite vingtaine. Et ben, je vous remercie d'être là et de m'avoir accompagné, de m'avoir suivi ici sur je sais même plus comment ça s'appelle, Twitch. Ouais, Twitch. Le truc qui est cool, c'est que j'ai un petit unboxing à faire. Il est où ? Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire ça devant vous. Je vous promets, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ai reçu ce matin, donc c'est le S5. Juste la taille de la boîte, je suis déjà halluciné sur le fait que la boîte, elle est rikiki, quoi. Donc, je l'ouvre. Hein. Je l'ouvre. Est-ce que je peux faire un plan avec l'autre caméra ? Ouais, je peux faire un plan avec l'autre caméra, normalement. J'avais fait ça exprès, normalement. Hop. J'ai oublié ma troisième main. Voilà. Hop. Donc voilà, je l'ouvre. Vous avez vu, j'ai pas rangé ma chambre. Hop. Bon. Un paquet de documentation hyper intéressant qui sert à rien.
personne ne va lire. Mais si ça y est pas, il y en a les quelques-uns qui... Oh putain. Pardon. Je dis des gros mots. Ah ouais, non mais c'est Rikiki en fait. Ah mais je comprends mieux. Je voulais pas le croire, mais c'est vraiment Rikiki. Voilà, c'est... Et là, j'ai le petit 2060. Je trouve cette plage de focale relativement... je vais switcher sur l'autre caméra. Je trouve cette plage de focale... Ah, du coup... il me manque un capuchon. Ouais, je trouve cette plage de focale vraiment intéressante. 20-60, c'est... je trouve que plus ça va, moi, plus j'aime bien avoir des grands angles. Et 20 mm, c'est 20-21, c'est vraiment pas mal, quoi. Pouvoir élargir un peu plus que le 24. Donc le voici, le voilà. Le voici, le voilà. Il est là. Et le point, il se fait pas. Si, le point, il se fait. Non, il se fait pas. Le point, il se fait pas. Ok, c'est pas grave. En tous les cas, il est tout petit, il est tout mignon. J'ai gardé le S1H à côté. Vous voyez, comme dirait l'autre, il n'y a pas photo. Hein. Je montrerai sur cette caméra parce que la lumière est quand même plus intéressante. Si j'enlève l'objectif pour avoir une meilleure idée. Ah là là. Voilà. Typiquement, la surprise, elle est de taille. Elle est de taille, la surprise. Parce que vraiment, c'est vraiment Rikiki, c'est hyper léger. Là, le S1H, c'est vrai que c'est un peu une enclume. Je l'aime bien aussi pour ça, mais c'est vrai que il est lourd, le S1H. Il est lourd. La prise en main par rapport au R6, de quoi, Léopold? Salut, Daniel. Pana ne fait plus de briques. Avec ou sans filtre pour le signal. Pardon, Réflexe, j'ai pas compris la question. Je suis désolé, hein, je vois les messages à retardement là. Versus R5. S5 versus R6. Alors je sais pas, franchement je le sors de la boîte pour la première fois. Je m'étais dit, je fais le truc vraiment en live, de le sortir de la boîte. Et il n'y a pas de batterie dedans. Alors il paraît que c'est une nouvelle batterie. Elle est où la boîte ? Ok. Donc c'est une nouvelle batterie, on en avait parlé, c'est une batterie qui ressemble beaucoup aux batteries qu'il y a dans les GH, mais qui a en plus des connecteurs ici, et je sais pas si je peux faire ça comme ça. Hop là. Tchac. Donc là voilà, vous voyez, il y a une connectique sur le dessus, donc je sais pas si c'est rétro-compatible avec les GH ou pas, mais en tous les cas c'est une nouvelle batterie, voilà. Wanna become famous, buy followers prime. Ah bah oui, c'est ça, je vais faire ça, je vais acheter des followers. Tiens. Tu m'en vends combien de kilos de followers? Les gars, vous avez rien d'autre à foutre, sans déconner. Ah, il est pas mal ce viseur. Le viseur a été un petit peu décrié par certaines personnes. Écoute, mis à part le fait que je le trouve toujours un peu trop contraste par rapport à ce que peut faire notamment Nikon ou Canon, par exemple. Je trouve que voilà, il y a un tout chez Pana, il y a un petit bon, c'est quand même moins bon que ce qu'ils font sur les autres, mais c'est assez acceptable. Puis après, il faut que je... Et non, c'est bien, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je vais vous le brancher. Ah oui, mais non. Je vais pas vous le brancher. C'est du micro HDMI. Je sais pas où est-ce que j'ai foutu le câble.
Ça, c'est agaçant. Le coût des câbles, ça, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Ok, pourquoi pas. A priori, ça prend beaucoup plus de place, donc forcément, sur un boîtier comme ça, pourquoi pas. Mais par exemple, ça, c'est un des trucs que je voulais dire aussi. Je fais une petite parenthèse pour parler du GFX 100. Je lis les commentaires en même temps, c'est pour ça que je fais une pause. GFX 100, c'est un boîtier qui est énorme. Il y a vraiment la place et ils ont mis une connectique mini HDMI. Ça a pas loupé. J'ai fait des tests avec le premier jour. J'ai pété mon câble. Voilà. Donc ça m'a agacé. J'ai pas continué. Il faut que je rachète un câble HDMI vers micro HDMI. Enfin, j'en ai un de secours, mais je sais pas où il est. Faudrait que je range ma chambre. Voilà, en tous les cas, j'aime bien. Au feeling, il est chouette, il est très intéressant. Si je prends en comparaison avec le R6, alors je vais faire ça. Tenez, je vais faire sans objectif. Le R6, c'est un poil, il n'est pas beaucoup plus gros, hein, mais on est sur des form factors qui sont. Alors, c'est plus anguleux chez Pana. Si je switch sur ma caméra ici, vous voyez, c'est plus anguleux chez Pana. Mais c'est pas inintéressant. Hein. Ouais. Je vais monter un peu la sensibilité de cette cam. Voilà. Hop là. C'est assez sensiblement. Pareil au niveau encombrement, le Lumix est quand même plus lourd que le Canon. Je re-switch. C'est l'heure du switch. Moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Alors, je vais faire tout de suite un petit truc où je vais me mettre en mode vidéo. Pourquoi le Z5 et pas le Z6 ou le Z7? Je parle pas du Z5, là je parle du S5, pardon. Je teste un petit peu, je fais un petit test en même temps sur la partie autofocus. Je vais mettre en route la détection de visage. Comment ça se passe? Et je vais me mettre en AFC. Ok. Ça se passe que c'est toujours aussi... Ah, tu le fais le point là, Coco, ou pas? Bon, ok. A priori, ils ont changé les algorithmes, c'est la révolution, ça marche toujours mieux. Je prendrai le temps de tester ça en détail et en profondeur. Mais là, maintenant, tout de suite, ça marche pas beaucoup mieux. Voilà. Donc, juste pour continuer, pour vous en parler un petit peu de ce truc-là, ce que j'apprécie, c'est la compacité au premier feeling. J'aime beaucoup ce petit zoom là, cette plage de focale 20-60, je trouve ça très malin. Ça correspond vraiment à mes besoins. Franchement, il est mignon, il est bien foutu. Je pense que dans pas longtemps, le S1 va disparaître du catalogue parce que voilà, en termes de prix, il y a quand même pas mal d'avantages. Ouais, bon, je sais pas. Moi, j'aime bien aussi les trucs un peu lourds, mais j'avoue qu'au quotidien, c'est quand même pas mal d'avoir un petit truc un peu léger. Et il est mignon, hein, il est sexy même, j'ai envie de dire, ce S5. Voilà. Faut oublier l'autofocus, en vidéo. Et jusqu'à présent, c'était pas un problème pour moi. Jusqu'à présent, j'en avais un peu rien à faire de l'autofocus en vidéo. Mais franchement, sur le dernier tournage, j'ai vraiment pris mon pied à pouvoir faire confiance à ces autofocus.
et à la réactivité. Enfin, je reviendrai dans les détails. Je pense que je vais finir par faire une vidéo quand même là-dessus sur le R5 et le R6 parce que et certainement sur le S5 aussi. Mais là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai le 85 1.2 en monture RF. Franchement, c'est de la balle, c'est de la bombe de balle. C'est incroyablement efficace, c'est très 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 bon. Voilà, je suis tombé totalement amoureux de cette optique. J'aimais beaucoup la version EF, mais là la version RF elle est encore plus sexy. Le seul petit bémol que j'ai par rapport à ces optiques, c'est que Canon, comme Nikon, ils ont eu la bonne idée de faire une bague programmable aussi sur les zooms, mais elle est crantée. Voilà, donc j'aurais espéré qu'on puisse lui attribuer des fonctions, notamment le pilotage du diaph. Je trouve ça dommage que ça fasse clic, clic, clic et qu'on puisse pas l'enlever. Voilà, encore une fois, ça fait partie des fonctionnalités qui sont pour moi vraiment purement ciblé photo, et le côté hybride, le côté on va s'adresser aussi aux vidéastes, et ils en ont. Il y a toujours un petit côté, voilà, je suis un peu déçu par ça parce que c'est dommage, hein, ce boîtier, le R5, il est vraiment à deux doigts d'être l'arme ultime partout, à tous les niveaux. Hein, mais ça, je reviendrai peut-être un jour là-dessus. La conclusion, c'est que la caméra ultime, elle n'existe pas. Oui, c'est clair, c'est pas bon pour le son, la bague. Merci Léopold. Voilà. Pour les hautes lumières, avec ou sans filtre ND, il faut mettre des filtres ND quand tu as besoin d'avoir un shutter relativement faible pour garder du motion blur, tu es obligé de mettre un filtre ND, ça c'est clair. Je sais pas si vous avez vu, j'ai publié sur ma chaîne YouTube un clip vidéo que j'ai tourné avec le S1H en ProRes RAW, où justement je me suis amusé à faire un rendu très particulier. J'avais un ciel un peu tortueux. J'aime beaucoup les ciels comme ça, qui sont très travaillés, avec plein de nuages, avec plein de textures, plein de couleurs. Et souvent, entre les arrière-plans de ciel comme ça, et quand je filme quelqu'un, souvent à contre-jour, j'ai pas assez de dynamique pour pouvoir faire une image où j'ai un joli arrière-plan avec mon ciel qui est complètement déchiré, et j'ai quand même les peaux, les textures des personnes qui sont au premier plan, qui sont correctement exposés, voilà. Et dans le ProRes RAW, je trouve que c'est un codec qui permet ça. C'est des choses que je travaillais jusqu'à présent beaucoup en photo, et là le fait de pouvoir avoir ce codec là en vidéo, ça me permet vraiment de faire la même chose. Voilà, ça c'est pareil. Sur le R5, j'aurais aimé la possibilité d'avoir un codec, même si c'est pas du vrai RAW, un codec pseudo RAW 4K, ça aurait été cool aussi. Voilà. Mais ce sont des petites déceptions. Voilà. Lumix S5. Il est choupinou, hein, en fait, c'est exactement ce qu'aurait dû être les Alpha 7 au début, quoi. Avec le grip ici, on a quand même le petit doigt qui a sa place. Alors, même avec des grosses papates comme les miennes, ça tient, et ça reste léger et agréable. Voilà. L'autre truc qui est un peu chiant, c'est ces histoires-là. Ça, je déteste ça. Je déteste. Je vais finir par monter en fait une ligue anti-petit œilleton à la con qui fait gling-gling quand tu le secoues comme ça. Voilà. Ça, toutes les marques cèdent à ce truc-là parce que ça doit coûter beaucoup moins cher et ça permet d'avoir plus de place pour ajouter peut-être des composants ou je sais pas comment. Voilà. Chez Canon, il y a ça. Regardez comme c'est mignon. Regardez comme c'est beau. En fait, cette petite chose-là. Ah, si je fais le point dans le bon sens, c'est mieux. Là, ici, tu passes et si tu enlèves ta sangle, ta lanière, en fait, t'as pas de problème de petit truc qui fait jbling qui reste quand tu mets ton appareil photo sur un gimbal, par exemple. Voilà. Les autres constructeurs, si vous voulez bien vous inspirer de cette bonne idée, ça serait cool. Donc en fait, aujourd'hui, la caméra idéale, elle n'existe pas, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc il faudrait pouvoir faire un espèce de remix entre tout ce que nous proposent les constructeurs. Tu dirais quoi justement, alors Léopold, tu dirais quoi justement sur la dynamique entre le S1H et le R6? Est-ce que tu crois que chez Canon, avec le R6, on aura la possibilité de récupérer du RAW en vidéo via un enregistreur externe? La problématique de Canon, c'est que c'est le numéro 1 mondial. C'est-à-dire que ils sont un peu moins, quand tu es numéro 1 à mondial, tu es un peu moins à l'écoute des désirs des utilisateurs, puisque tu sais faire. Tu as la science pour faire, puisque tu es numéro 1 mondial. Alors c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est souvent... Sony a ce petit truc aussi, là, quand ils ont appris qu'ils étaient numéro 1 sur l'hybride, il y a 2 ans ou l'année dernière, je sais plus. Voilà, donc je subodore, je suppose, moi je serais Canon, en tous les cas, je pense que ça serait intéressant, en effet, de s'ouvrir à ce marché et de proposer une extension de ces fonctionnalités. Salut RawProd. En pouvant notamment brancher un Atomos ou autre chose pour pouvoir faire de l'enregistrement en RAW à différentes fréquences d'image et dans différentes résolutions, que ce soit en ProRes RAW ou avec leur propre codec. Le RAWLite de chez Canon, il est très bien. Mais pour vous dire, il y a une petite aberration quand même, c'est que chez Canon, le RAWLite, en fait, il est utilisé uniquement sur la C200, C300, Mark III et C500. Le RAW qui est à l'intérieur des boîtiers R5 et R6, ça s'appelle pas du RAWLite, c'est certainement la même chose, ou alors la division photo a développé son propre truc. J'ai pas l'impression que ça communique beaucoup, et j'ai l'impression qu'en fait il y a toujours une espèce de voilà, c'est deux boîtes différentes, comme ça l'a été aussi beaucoup chez Sony. Mais Sony a l'air d'avoir compris ça, c'est-à-dire que quand Sony annonce en fait que l'Alpha 7S3, ça peut être une caméra B ou une caméra C quand tu as une FX9 ou une Venice, et là, moi, ça c'est quelque chose qui me plaît. Le jour où Canon pourra dire si vous avez une C300 Mark II et que vous voulez en plus avoir un appareil photo que vous pouvez matcher parce qu'il y a le même color science, c'est ce que dit Sony dans son discours marketing sur l'Alpha 7S3. Là, je pense qu'on aura fait un grand pas. Voilà, le jour où il y aura un tout petit peu plus de cohésion et un peu moins de rivalité et un peu moins de cloisonnement dans la gamme chez Canon, je serai vraiment, vraiment très, très heureux. Il n'empêche qu'aujourd'hui, si j'avais vraiment à faire un choix et si j'avais les moyens, je pense que je craquerais pour un R5 ou un R6, ou les deux. Je suis dans la merde. Mon rêve, ce serait d'avoir les deux. Voilà. Mais c'est vrai que si Panasonic fait pas un effort sur... concrètement, là, moi, le S1H, c'est la meilleure image qui soit aujourd'hui sur le marché. Le S1H en ProRes RAW, c'est de la boucherie. Allez voir mon clip et rendez-vous compte, allez le voir sur Vimeo, il est téléchargeable, je crois, en 4K, en ProRes HQ, 422 HQ. C'est incroyable, la qualité de l'image qui sort de ce truc-là. Je pensais pas qu'on puisse arriver à avoir une telle richesse colorimétrique dans un boîtier à 4500 balles. Pour moi, c'est supérieur à beaucoup de caméras qui valent 10, 15, 20, 30 000 euros, 40 000 euros peut-être même. Voilà, c'est magnifique. Voilà, je suis totalement séduit. Et pour revenir sur cette histoire d'autofocus, qu'est-ce qui marche pas sur l'autofocus de chez Lumix? C'est que c'est de la détection de contraste. Donc, c'est une technologie qui nécessite d'avoir des contrastes. Donc là, par exemple, je suis filmé avec le S1R, qui est à vendre du reste, parce que faut que je rationalise un peu le matos, il faut que je me rachète une machine de montage. Et donc le S1R, là, il est en autofocus, c'est-à-dire que, bon, vous voyez, si je me rapproche, il va galérer un petit peu, mais il va finir par faire le point. Il suit, ça marche plutôt bien. Il faut baisser tout, la sensibilité et la rapidité, tous les curseurs, vous baissez tout à fond si vous voulez avoir un truc qui soit
un tant soit peu un peu plus efficace que ce que propose le constructeur par les réglages défauts. Voilà. Je n'ai plus le XT4. Non, bien entendu. Fuji l'a repris. Il a été question qu'il me le refile là, mais j'ai plus de réponse. Ça devient très 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 compliqué de travailler avec les constructeurs en ce moment. Ils sont tous adorables, mais c'est très très très, très compliqué pour moi. Et très sincèrement, je vous le dis, je pense que je vais arrêter de faire des tests de caméra parce que ça me prend trop de temps et que je n'arrive pas à trouver de solutions pour financer tout ça. Voilà, c'est vous n'êtes pas prêt à payer, vous n'êtes pas assez nombreux, les marques ont plus de thunes sur les budgets marketing, je suis trop petit pour intéresser, il faudrait que je fasse des centaines de milliers de vues pour pouvoir intéresser, et en même temps ce que je raconte c'est trop pointu, donc ça va pas plaire à des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc il y a un moment, voilà, il faut quand même être logique et je pense que je vais lever le pied en tous les cas et me concentrer un petit peu plus sur d'autres choses parce que voilà, depuis plusieurs mois j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu mon taf, mais je n'arrive pas à trouver de solution pour financer tout ça. Donc voilà. Non, le XT4 c'est un excellent boîtier. Voilà. Ouais, quel dommage. Mais franchement, j'adore hein, ce que je fais, mais là, c'est du n'importe quoi. Je baisse un peu la lumière parce que c'est peut-être un peu... Ouais. C'est du n'importe quoi. J'arrive pas à financer quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Les constructeurs, ils ont plus de budget marketing, ils ont plus de budget com, c'est tous des constructeurs japonais, donc les budgets com c'est d'abord tout balancer aux US, et puis en France il n'y a plus rien, donc voilà. Et vous n'êtes pas, je vais pas faire des contenus payants, je trouve ça débile, enfin c'est pas que c'est débile, mais c'est pas viable. Je suis pas voilà, j'ai pas, vous êtes 11 800 sur YouTube, c'est super cool, mais je fais pas des chiffres suffisamment importants pour pouvoir voilà, séduire plus les constructeurs et faire en sorte qu'on me confie réellement des budgets marketing. Voilà. Donc pour revenir au XT4, Arakis 02, le XT4, c'est pour moi aujourd'hui, quand je mets tous mes arguments de choix dans la balance, dans ce budget-là, il y a pas enfin c'est le meilleur. Voilà, il n'y a pas de concurrence possible. Il est très très bon partout. Au niveau de l'autofocus, j'ai envie de dire, il est un peu en dessous de ce que propose Sony avec les dernières générations A9 II, A7S III, A7R IV. En dessous aussi de ce que propose Canon avec le R5 et R6, mais il reste très très bon. J'ai envie de dire que que Nikon et Fuji au niveau de l'autofocus sont à peu près équivalents. Je parle d'autofocus en vidéo, hein, parce qu'en photo c'est quand même nettement meilleur. Et puis voilà, mis à part le fait que c'est un APS-C, moi ça me convient très bien un APS-C, je suis pas... voilà, bien entendu, je rêve d'un moyen format, le GFX 100, c'est juste magique ce qui se passe quand tu regardes tes clichés, tes 100 millions de pixels là, avec ces gros objectifs, avec ce verre surdimensionné, c'est absolument magnifique. Mais le XT4, c'est un joli bébé, va voir la review que j'ai faite sur le XT4. Je trouve qu'aujourd'hui, le XT4 est un peu devenu ce que le GH5 a été à son lancement il y a 3 ans, c'est-à-dire que c'est un couteau suisse, c'est un outil qui fait tout, il fait tout très très bien. J'adore la colorimétrie de Fuji, je trouve qu'ils ont vraiment un truc à part. Je trouve que le codec interne est vraiment de très très... voilà, techniquement, ils sont largement à la hauteur. C'est un produit qui est hyper cohérent, qui t'en a pour ton argent. Franchement, je partirais de zéro aujourd'hui, j'aurais pas un parc d'objectifs Lumix micro 4 tiers et Lumix S en monture M.
Monture, qu'est-ce que j'ai? Monture L. Je pense que je partirai chez Fuji, sincèrement, parce que je trouve que leur écosystème il est vraiment top et que le rapport, voilà, il y a une certaine cohérence dans le prix que ça coûte et ce que ça te sort en termes de qualité en photo et en vidéo. C'est pour moi un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Voilà, ça c'est évident. Ils le savent, hein, je leur ai dit, j'adore leurs produits. J'ai pris beaucoup de plaisir là. J'ai retravaillé quelques jours avec le XT4 et j'ai retravaillé avec le GFX 100. C'est vraiment des jouets exceptionnels qui font des images de très très grande qualité. Voilà ce que j'avais envie de vous dire un petit peu sur ce live. Je voulais aussi vous parler de, je reviendrai dessus. Je voulais vous parler de, j'ai testé aussi la GoPro. Voilà, ça faisait la dernière GoPro que j'avais, c'était la GoPro 4. Là, j'ai testé donc la GoPro 9, qui est aussi un joli joujou. Et j'ai testé aussi la Insta360 One R, qui est aussi un joli joujou. Et je vais vous faire juste un petit feedback global. Ce sont des jolis joujous, ça fait des images qui sont de plus en plus qualitatives, c'est de plus en plus intéressant à utiliser. Celle-là, la One R, elle a une super qualité d'image avec le module 1 pouce, c'est vraiment top. Franchement, c'est très très chouette. Le seul truc qui me casse les couilles, je vais dire des gros mots, je vais dire des gros mots, je pense que dire des gros mots, ça fait de l'audience en fait. Donc je vais me mettre à dire des gros mots. Non, je déconne. Non, mais vraiment, c'est hyper chiant. Il y a un truc qui est hyper chiant qui me casse les pieds. Déjà, c'est le fait que pour pouvoir rentrer et sortir ta carte, une fois que tu as mis une cage, même sans la cage, il te faut une pince à épiler. Donc ça, c'est absolument débile. Que pour refermer la trappe, il faut, je sais pas quoi, un marteau et un burin. Voilà, donc tu es jamais sûr de ton étanchéité. J'ai fait des tests un peu sous l'eau. Franchement, c'est dommage parce que l'image, elle est super. Et l'autre truc qui est hyper casse-bonbon, c'est l'ergonomie du workflow. Il faut absolument, pour pouvoir utiliser les images, passer par leur satané logiciel qui est programmé avec les pieds. Des fois tu comprends pas ce que tu fais, c'est difficile de faire des batchs en fait, voilà. Donc tu sortes tes fichiers de ça, faut passer par le logiciel pour pouvoir utiliser les images, c'est dommage. La stab est bonne, j'ai pris le petit adaptateur qui permet d'avoir le brancher un micro. Voilà, GoPro prend un peu le même chemin et je trouve ça vraiment dommage qu'on doive mouliner les fichiers qui sortent de la carte pour pouvoir les utiliser après dans le logiciel de montage. Ça m'agace, ça me plaît pas. De quoi j'ai pas parlé aussi. Je reviendrai pour vous parler d'autres trucs. J'en ai parlé déjà succinctement il y a pas très longtemps. La YOLObox là, qui est un outil de streaming qui est assez intéressant. Et faut que je vous parle aussi bientôt, très très bientôt. Ah oui, j'ai d'autres trucs qui sont arrivés. Ouais. Faut que je vous parle de ça. Le Live Pro 1 de chez Filward. C'est quoi ce truc? Vous voyez, c'est tout neuf, je ne l'ai même pas allumé encore. C'est tout simplement que c'est un produit concurrent de la Thème Mini de chez Blackmagic qui a été sorti par ce constructeur qui fait des petits moniteurs pas chers. Voilà. C'est assez rigolo, ils ont mis un petit écran où tu vois tes 4 sources. Voilà, il y a 4 entrées HDMI, une sortie et une prise RJ45 pour streamer du son in, du son out et de l'USB. Je vais tester. Et ils ont mis un mini T-bar, c'est genre tu peux scratcher ta vidéo. Non, mais ça ressemble un petit peu au T-bar qu'on peut avoir sur les grosses régies que j'ai eu la chance d'utiliser dans les cas régies quand j'ai réalisé des concerts. Voilà, les geeks lumineux, un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Merci en tous les cas d'avoir suivi ce live. Pardon pour le début absolument chaotique. Je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être arrêter de faire les lives sur YouTube et essayer sur Twitch. Vu que là, ça fait 45 minutes qu'on est en live et j'ai pas l'impression qu'il y a eu le moindre bug. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.
Je vous dis à tout bientôt. Et prenez soin de vous. Faites de belles images. N'hésitez pas à les partager. Si vous avez aimé ce live, bien entendu, le partager sur vos réseaux, ça me fera grandement plaisir. Rejoignez la communauté des Geeks Lumineux sur Facebook. Il y a un groupe, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un groupe privé, secret, Geek Lumineux. Il y a la page de news aussi, Geek Lumineux. Et vous pouvez me suivre aussi sur Insta. C'est Pampuri, mon compte. J'arrive pas à passer les 10 000 abonnés. Je suis l'homme. J'étais à monter à 11 000 et puis changement d'algorithme, j'ai perdu tous les ghosts qui devaient être là, je sais pas comment. Et du coup, j'arrive pas à remonter. Ça remonte, ça redescend, c'est du n'importe quoi. Merci Christian, merci Reflex, merci Gips, merci Fred, merci. Je suis désolé, je n'arrive pas à lire. Léopold, Spenat, Roprod, tout ça, voilà. C'était cool de vous avoir par ici. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.